Le journal de 8 heures sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un peu l'hydre de Lerne, l'Iran, décapité il y a une semaine, a déjà une nouvelle tête. 10 jours après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, tué dans les frappes israélo-américaines, son fils, Mojtaba Khamenei, 56 ans, a été élu guide suprême hier par l'Assemblée des experts. Bonjour Jean-Charles Banoun. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 en Israël, l'État hébreu a déjà promis la mort au nouvel homme fort de la République islamique. Oui, pour les Israéliens, on va dire que cette nomination du fils de l'ayatollah Khamenei comme son successeur ne change rien. Il a d'ailleurs déjà probablement été ciblé cette semaine dans un bombardement à Téhéran. Sa famille aurait été éliminée. Lui-même est supposé avoir été blessé, mais il est toujours et restera une cible prioritaire pour les Israéliens, d'ailleurs comme pour les Américains. Pour ce qui est d'ailleurs de l'Iran, les frappes aériennes ont continué cette nuit sur plusieurs cibles militaires iraniennes. L'aviation israélienne qui mène en parallèle des opérations soutenues également au Liban, là où le Hezbollah continue de tirer et de viser le territoire israélien sans interruption d'ailleurs au cours des derniers jours. Et il y aurait eu cette nuit d'ailleurs une nouvelle opération héliportée des forces spéciales israéliennes dans un village de la région de Baalbek au Liban pour tenter de retrouver, vous le savez, les restes d'un aviateur israélien disparu lors de la première guerre du Liban il y a 40 ans. On ne sait pas pour l'instant si cette opération a réussi. Il y a eu des affrontements avec les membres du Hezbollah. Jean-Charles Banoun à Tel Aviv pour Europe 1. Le Liban, où 1,5 million de civils ont fui les raids israéliens. L'un d'eux ce matin aurait fait 3 morts et 15 blessés près du port de Tyr dans le sud du pays. Et pour Israël, cette guerre contre le Hezbollah et son allié iranien est vitale. C'est l'existence même de l'État hébreu qui est en jeu. Et pour être sûr de l'emporter, Israël a rappelé 100 000 réservistes, en plus des 50 000 déjà mobilisés. Des renforts de troupes envoyés dans les zones frontalières, vers le Liban, la Syrie, la bande de Gaza et même en Cisjordanie. Comment ces hommes et ces femmes vivent-ils cette mobilisation? L'envoyé spécial d'Europe 1, Wilfried de Villers, a rencontré des réservistes en permission. Reportage. Quelques jours de permission en famille et déjà le retour à la base. Ben va bientôt retrouver son unité déployée sur l'une des frontières d'Israël. J'ai été appelé plus de 500 jours à l'armée en tant que réserviste. Et on sait qu'on est là et qu'on doit se battre pour notre pays. Si c'est pas nous qui allons le faire, alors il y aura personne d'autre qui va le faire à notre place. Et si nos ennemis pensent qu'on vient pas quand on nous appelle, alors ça pour nous c'est la chose la plus grave. Une nouvelle guerre, mais les mêmes ennemis, l'Iran et le Hezbollah libanais. On donne au gouvernement le crédit d'aller jusqu'au bout, de finir cette guerre une bonne fois pour toutes et de finir avec l'Iran. Avec le Hezbollah, il faut en finir aussi. Israël ne peut pas avoir à sa frontière, à 3 km du premier village, des hommes armés avec des missiles. C'est une guerre qu'on est obligé de faire. De nombreux réservistes de l'infanterie ont été déployés au Liban. L'unité de Yaïr pourrait venir grossir les rangs de la division 91. Moi, je fais partie de cette armée. Bien sûr que c'est une fierté. Pour que l'État d'Israël continue jusqu'à beaucoup plus que sa 77e année, il faut continuer à protéger, il faut continuer à participer dans l'effort militaire. Comme ça, la porte de l'État d'Israël reste ouverte à tous les juifs du monde. Le soldat regarde autour de lui dans son appartement presque vide. Il vient d'emménager. Ses cartons attendront bien son retour de mission. Tel Aviv, Wilfried de Villers, Europe 1. Israël, on l'a dit, a encore frappé tout le week-end par l'Iran. Les pays du Golfe sont eux aussi ce matin encore les cibles des missiles de Téhéran. Des agressions que Riyad juge ce matin injustifiables et répréhensibles. 4 drones des Mollahs ont visé hier des champs pétroliers saoudiens. Ce matin, une frappe iranienne a provoqué un incendie dans un complexe pétrolier à Bahreïn où 32 civils avaient déjà été blessés cette nuit. La Ligue arabe dénonce une politique iranienne irresponsable, Laura Legault. Oui, car l'Iran cible des ressources stratégiques à Bahreïn où une station de dessalement a été endommagée par un drone. Une infrastructure vitale pour la production d'eau potable. Au Koweït, des réservoirs de carburant ont été touchés. En Arabie Saoudite, c'est un gisement de pétrole au sud-est du pays qui a été visé. L'Iran attaque les monarchies du Golfe pour faire pression indirectement sur les États-Unis et Israël. Une stratégie dangereuse selon Frédéric Ancel, docteur en géopolitique. L'Iran joue une politique très clairement suicidaire qui pousse pour la première fois depuis très longtemps la Ligue arabe à s'unir avec toute une série de déclarations et de menaces d'ailleurs, de ripostes contre l'Iran. Mais ces menaces des pays arabes sont difficiles à mettre en œuvre pour 2 raisons. En dépit de leurs achats absolument hallucinants d'armes très performantes, il n'a pas été démontré ces dernières décennies qu'ils savaient s'en servir. Le deuxième point, si les Émiratis, si les Bahrainis décidaient de riposter contre l'Iran, qu'est-ce que cela apporterait de décisif par rapport à l'exceptionnelle force de frappe israélienne et américaine? En revanche, il y aurait un risque de déstabilisation interne. Ces pays auraient aussi tout intérêt à conserver un rôle de médiateur entre l'Iran et les États-Unis. Laura Legault.
La guerre au Moyen-Orient et ses conséquences économiques, le baril de Brent, le pétrole de mer du Nord, est retombé à 108 € après un coup de fièvre à 116 ce matin. En France, les carburants ont déjà beaucoup augmenté. Le Premier ministre a annoncé hier 500 contrôles d'ici mercredi pour lutter contre les hausses abusives dans les stations-service. Une réunion du G7 Finance est prévue à 13h30 pour faire le point sur la situation. Emmanuel Macron lui se rend à Chypre aujourd'hui, une semaine après l'attaque d'une base britannique sur place par l'Iran. Le chef de l'État entend témoigner la solidarité de la France. Allez, restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, les élections municipales, nous sommes à 6 jours du premier tour. Zoom sur la ville de Lille, avec un scrutin a priori à sens unique. Ça va se jouer essentiellement à gauche. On en parle avec Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, 8h06. 7h, 9h. Europe 1 matin. Et 8h07 sur Europe 1, la suite du journal. Fanny Marceau, Dimitri Pavlenko. Et l'appel aux urnes pour ce dimanche avec le premier tour des élections municipales. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Tous les matins dans le journal de 8h cette semaine, on propose aux auditeurs d'Europe 1 un focus sur une grande ville. À 6 jours du premier tour, direction Lille, où le maire sortant Arnaud Deslandes semble favori pour sa réélection, Alexandre. Oui, l'ancien premier adjoint de Martine Aubry, devenu maire il y a tout juste un an, pourrait arriver en tête au premier tour. Si tel était bien le cas, Arnaud Deslandes n'exclurait pas un rapprochement avec la liste écologiste, celle de Stéphane Bally, qui le talonne dans les sondages. Alliance également convoitée par Lawaria Adouche, candidate insoumise, qui pourrait arriver troisième. Mais quelles que soient les configurations, le maire sortant est donné vainqueur au second tour. Il perpétuerait alors 70 ans de socialisme à Lille. Dimanche, la cité nordiste pourrait connaître une quadrangulaire. En plus des 3 listes de gauche précitées, la députée Renaissance Violette Spielbout devrait également décrocher sa qualification au second tour. Elle pourrait alors bénéficier des voix des électeurs de l'eurodéputé RN Mathieu Vallet et du candidat LR Louis Dolmer. Si les deux échouaient sous la barre des 10%, Violette Spielbout pourrait alors former le deuxième groupe le plus important au conseil municipal, derrière une gauche majoritaire qui semble bien partie pour conserver sa mairie. Voilà, Lille va probablement donc rester à gauche, Alexandre, on l'a bien compris. En revanche, d'autres mairies socialistes ou écologistes semblent en grande difficulté. À commencer par Paris, où l'incertitude est totale entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati. Si elle réussit à rassembler au second tour, l'ancienne ministre pourrait faire basculer la capitale après 25 ans de socialisme. Et puis à Lyon, Strasbourg, Besançon ou Bordeaux, les écologistes grand vainqueur du scrutin en 2020 pourrait connaître des défaites symboliques au profit de candidats jugés plus modérés. À Marseille, enfin, le maire sortant Benoît Payan pourrait être lui aussi mis en difficulté face à la montée en puissance du candidat RN Franck Alizio. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Souhaitez-vous que le maire de votre ville soit réélu? C'est la question qu'on vous pose ce matin sur le site et l'appli Europe 1. Vous êtes pour l'heure 60% à répondre non. Merci beaucoup Fanny Marceau. C'était votre journal à propos des élections municipales. Et oui, des élections, parce qu'il y en a une dans chaque ville, contrairement à l'élection présidentielle qui est toute seule. On dit toujours les élections présidentielles, c'est une erreur. Dans un instant, Pierre-Yves Bournazel, le candidat Horizon Renaissance à la mairie de Paris, est l'invité de Laurence Ferrari sur CNews et sur Europe 1. Bon réveil à vous, il est 8h09.